Il ne faut pas oublier que le public travailleur handicapé, c'est celui qui est le moins qualifié sur la formation professionnelle, c'est celui qui a le plus de difficultés à retourner à l'emploi, et l'accès à la formation est complexe pour lui. Alors tous n'ont pas besoin d'aménagement technique, d'aménagement organisationnel, d'horaire, de temps partiel et autres, mais un certain nombre quand même, aussi minime soit-il, ont besoin de spécificité par rapport, ou de compensation par rapport à leurs problématiques santé. L'AGEFIP place au cœur de ses priorités la sécurisation des parcours des personnes handicapées. Pour traduire cette nouvelle ambition en actes concrets, elle a adopté en février 2017 un nouveau plan stratégique dans lequel figure la mise en place d'une ressource handicap formation dans chacune des régions de France. Cette ressource handicap formation, appelée RHF, doit favoriser l'accès des personnes handicapées aux formations de droit commun en s'appuyant sur les leviers de compensation et en participant au développement de l'accessibilité de l'appareil de formation. Pour définir les modalités de mise en œuvre de la RHF en région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'AGEFIP PACA Corse a souhaité associer des acteurs et des travailleurs handicapés du territoire aux différents travaux de co-construction qui se sont déroulés au Lab Pôle emploi les 1er et 12 octobre 2018. Un petit groupe de volontaires a accepté de témoigner devant la caméra de ce qu'il a pensé des ateliers de créativité et de ce que pourrait être la RHF après cette étape de co-construction. Un accueil très sympathique qui rompt avec notre cadre quotidien. Donc déjà, ça met dans une ambiance nouvelle qui favorise le lien. Et puis, il y a un côté, effectivement, dans la méthode d'échange qui a un côté ludique. Là aussi, de nouveau, collectif, ludique, avec des inconnus, qu'on tutoie tout de suite. Enfin bon, c'est pas une pratique courante. Et le tout pour mener à une réflexion collective et autour de l'intelligence collective et de la créativité. Donc on arrive à produire. J'ai beaucoup aimé les outils qui nous ont été proposés pour travailler sur la journée, notamment ce matin, le faire sous forme ludique de jeu. Le fait d'être en train de jouer, voilà. Et c'était très intéressant sur la prise de parole, sur la façon, même si on ne l'a pas trop suivi. C'était quand même intéressant dans la possibilité que chacun prenne la parole. J'ai découvert ce lieu et je dois dire que j'ai adoré parce que c'est un lieu qui nous déconnecte complètement de nos environnements habituels. J'ai trouvé que c'était un lieu tout à fait propice à une synergie des personnes, à détendre une atmosphère de manière à ce qu'on puisse collaborer ensemble très rapidement. Le fait qu'on ait juste nos prénoms, cela permet aussi cet échange, ça a facilité à mon avis cet échange et c'est qu'au fur et à mesure de la journée que l'on s'est aperçu de qui était qui, de quel organisme chacun faisait partie. Et il y avait des échanges qui étaient extrêmement intéressants. On a pu justement les uns les autres se compléter et être dans une écoute. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ma collègue précédente. Pour moi, en fait, quand on s'exprime, on parle de où on est. Et donc, on n'est pas tous sur le même... je n'ai pas juste un prénom. Voilà, pour moi, on parle aussi de là où on en est et c'est important parce que du coup, on a parlé d'analyse de besoins, de partir de ce que chaque acteur a besoin pour construire ensemble et non pas sur quelque chose de virtuel qui ne s'appuie pas sur ce dont on a besoin chacun. Je trouve que ça a été fantastique qu'il n'y ait pas cette étiquette-là. Bien que, en écoutant les personnes, au bout d'un moment, on pouvait imaginer, tiens, celui-ci appartient à tel organisme, etc. Mais ça a été, je pense que ça a été très fédérateur. Donc, je suis en effet représentante d'entreprise.
Je suis ravie que les entreprises aient pu également être conviées à ces 2 journées. C'est la première fois personnellement que j'ai pu participer à une co-construction, une réflexion d'ensemble. Là, il y avait vraiment tous les maillons. Et en effet, le maillon d'entreprise qui, en matière d'emploi, reste le dernier maillon important qui puisse aussi s'exprimer. Ça m'a permis de prendre conscience, une fois de plus, pourtant le sujet m'intéresse et j'y suis depuis quelques années, de la complexité du sujet. J'ai adoré le fait que ce soit l'AGFIP qui anime la journée, parce que dans chaque groupe de travail aujourd'hui, on a eu une personne de l'AGFIP, donc quand même un professionnel qui connaît tous les tenants et tous les aboutissants de toutes les relations entre tous les partenaires. Elle sait déjà quels sont les manques, quels sont les aléas, quels sont les besoins, même si elle ne l'a pas formulé en début de journée, justement pour nous permettre de travailler tous ensemble. C'est ça que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on a fait appel aux gens qui étaient sur le terrain pour participer à la construction d'un outil ou d'un dispositif, on verra ce que ça deviendra, mais en tout cas, on associe des gens qui sont sur le terrain, qui connaissent leur métier, qui ne se connaissent pas forcément entre eux, et ça, c'était plutôt efficace. Petite chose négative que je mettrais sur ces ateliers, c'est la circulation de la parole, parce qu'il y a des personnes qu'on n'a pas du tout entendues. Alors, je ne parle pas forcément de moi, parce que si on ne me laisse pas l'espace, je le prends. Mais pour d'autres qui peut-être n'osent pas le prendre, j'ai trouvé ça gênant. Parce que peut-être qu'ils avaient des choses très intéressantes à dire et c'est dommage qu'on ne les ait pas entendues, ces choses-là. Ce côté pluridisciplinaire qui était intéressant. Et finalement de voir que malgré ce côté pluridisciplinaire, il y a quand même une tendance à s'orienter vers quelque chose. Et on a vu après, l'après-midi, en confrontant les idées des autres groupes, qu'il y a eu des choses auxquelles on n'avait pas pensé. La méthode sur un groupe ne fonctionne pas. Là, elle est démultipliée avec 6 petits groupes et ça démultiplie les idées, la créativité. Et si on n'a pas eu le temps de finir, c'est pas grave parce qu'on se rend compte que l'autre a fini. On a phosphoré, on a apporté, chacun a fait un peu le colibri, a apporté un peu, ok. C'était intéressant. Ce qu'il va y avoir derrière, on n'en sait rien. Et on ne nous a pas proposé de nous associer après à, non pas forcément valider, mais à avoir une certaine étape intermédiaire. Je ne trouve pas qu'on ait co-construit là. Là, on a jeté quelques fondations, des idées, quelques fondations, mais qu'est-ce qui va en sortir derrière ? Je n'aurais pas envie qu'on dise que ceci a été validé par un tas d'organismes qui étaient présents pendant 2 jours. Pouvoir apporter certains enrichissements à un texte préécrit, à un projet, oui, volontiers. Si on repart avec plus de questions en partant qu'en arrivant, c'est peut-être bien parce que ça va nous permettre de continuer à faire mûrir la réflexion peut-être. Je trouve très intéressante cette démarche parce que elle nous a permis de réfléchir et de nous questionner sur la problématique du handicap. Et si aujourd'hui on est là, est-ce que c'est pas parce que malgré tout l'intérêt des dispositifs qui ont pu être mis en place jusqu'à aujourd'hui, on a entendu le constat que la France prend une mauvaise note sur l'insertion des handicapés. On est dans un champ extrêmement complexe. Vu la diversité des handicaps, il n'y a pas deux handicaps qui se ressemblent. C'était impossible d'imaginer en 2 jours de table ronde et d'échanges, malgré toute la richesse qu'il peut y avoir, de trouver autre chose que quelques bribes de pistes, mais surtout pas des solutions aujourd'hui. Je représente aussi une entreprise, plutôt une grande entreprise. Et j'ai entendu de la satisfaction et de l'insatisfaction. Moi, je suis plutôt dans la catégorie des satisfaits. Pourquoi ? Parce que j'ai bien conscience qu'on est face à une question compliquée. Je pense que si c'était le problème, j'utilise volontairement le mot de problème de l'emploi des personnes handicapées, était simple, on n'aurait pas les 43 000 demandeurs que vous avez à gérer en PACA. Donc on est face à un problème qui est complexe. Et j'ai finalement apprécié qu'on puisse tous s'exprimer. C'est la première fois que j'ai la chance de participer à une réunion multi-acteurs comme celle-ci. Voilà. Et donc, on a pu échanger. Et je ne sais pas si vous en avez conscience, mais je crois que oui. L'AGFIP et le cabinet qui les accompagne ont une masse d'informations phénoménale. Ce qui était le plus enrichissant, finalement, c'était
la deuxième partie où on devait réfléchir sur, voilà, demain on va créer vous allez créer la RHF. C'est dur, hein, c'est oui la deuxième partie où il fallait réfléchir sur cet organisme, la manière dont on le concevait, les acteurs qu'on voulait solliciter. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était très compliqué, puisqu'il y a les personnes en situation de handicap qui peuvent finalement avoir une idée plus individualiste et penser d'abord à eux et concevoir le dispositif autour d'eux, et d'autres qui pensent d'abord aux entreprises ou aux organismes qui vont accueillir ces personnes-là et qui ont une vision plus, j'ai envie de dire, en pieuvre, quoi. On est tous là avec un objectif commun, c'est-à-dire qu'on soit organisme de formation, entreprise, dispositif d'accompagnement, personnes en situation de handicap pour certains, etc. On a un objectif commun, mais on a des questionnements et des problématiques qui sont complètement différentes, par contre. Et c'est ce que disait Marion, c'est ça. On voit tous à travers notre prisme, et là, ça nous a permis de croiser les prismes, de prendre conscience des problématiques des uns et des autres, et donc de la nécessité absolue de créer cette ressource, quelle que soit la forme qu'elle prenne, quel que soit le nom qu'on va lui donner, RHF ou autre chose. Mais on se rend compte là que c'est vraiment nécessaire de créer quelque chose qui va permettre de centraliser et de répondre aux besoins de chacun. J'espère qu'au-delà de tout le travail qui a pu être fait de brainstorming, de réflexion, etc., ça permet aussi aux différents acteurs d'avoir pris conscience des problématiques des autres avec qui ils sont censés travailler et avec qui finalement on ne travaille pas, non pas par volonté de ne pas travailler ensemble, mais simplement par méconnaissance des dispositifs, des problématiques des uns et des autres. On a beaucoup d'idées, mais la personne au centre, c'est la personne en situation de handicap. Et j'ai trouvé qu'on l'avait un tout petit peu oublié, parce qu'on a parlé de nos besoins, des besoins qu'on imagine, mais la personne en situation de handicap, souvent, celle qui ne trouve pas d'emploi, c'est celle qui cumule les handicaps. Les personnes qui sont en situation de handicap léger, elles vont faire une formation en milieu ordinaire, ça va absolument pas poser de problème. Si on monte en compétences les personnes qui sont dans les centres de formation, il n'y aura pas de souci. Par contre, les personnes qui ont besoin de spécificité, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont besoin qu'il y ait des acteurs experts qui les accompagnent, là, on va avoir des soucis par rapport aux organismes de formation ordinaires. Il y a quelques interlocuteurs particuliers, fondamentaux, à mon sens, qui font défaut, mais il ne faut pas retenir ça. Ce qu'il faut retenir, c'est ce partage avec un commanditaire ou un organisateur, un coordinateur de la politique d'emploi des personnes handicapées qui n'a pas un fonctionnement descendant, mais transversal. Ça fait vraiment partie de la culture AGFIP. C'est pas un échec de la politique de formation des personnes handicapées qui nous amène à nous réunir. C'est simplement une étape supplémentaire dans la co-élaboration d'un dispositif. Et ça montre vraiment un haut niveau là, de réflexion et d'engagement de cet axe développé dans la politique d'emploi. La GFIP investit et s'investit sur cette thématique-là, qui est son cœur de métier aussi, la compensation du handicap. Donc c'est normal qu'elle le prenne en main. Après, elle le prend de façon collective. Moi, je trouve que c'est plutôt partagé et intelligent que de rester dans son escarcesse et de réfléchir tout seul. Ce que ça deviendra, ça c'est autre chose. Est-ce que ça se mettra en place ? Est-ce que ça sera profitable à la personne travailleur handicapée, parce qu'on est quand même sur un schéma qui est un patchwork technique et complexe. Donc dans 2 ans, on le saura un peu mieux. Les critères peuvent être, entre autres, le taux de réussite en formation, le taux d'entrée de personnes en situation de handicap croissant, et puis je dirais aussi, effectivement, l'orientation peut-être par de plus nombreux prescripteurs aussi, que ce soit pas seulement les experts handicap,
qui oriente. Ça voudrait dire qu'effectivement, peut-être cette plateforme aura rendu plus experte sur la question d'autres types de prescripteurs. Aujourd'hui, nous, centres de formation, on constate que des tas de terrains sont encore réfractaires par rapport à certaines situations de handicap, ont quelquefois des images fausses sur la possibilité d'accéder à des emplois. On l'a vu ce matin dans notre groupe, on était 2 personnes s'occupant de formation et nous n'étions pas du tout au même niveau, à toutes les deux, d'acceptation de personnes en situation de handicap et de modulation de leur formation. Et là, je pense aussi que ce soit les référents handicap, que ce soit la GFIP, que ce soit Cap Emploi, etc. Je pense qu'ils ont un grand rôle là à jouer là-dedans, dans cette diffusion, dans cette information, justement sur les possibilités actuelles. Merci aux professionnels qui sont là, aux entreprises, parce que je pense que on a beaucoup d'idées, nous les gens qui travaillons en organisme de formation, on veut faire des formations pour aider les gens à avoir des emplois, mais on devrait partir de l'inverse. Je pense qu'on ne fait pas assez attention aux besoins des entreprises et que nous, organismes de formation, on devrait se calquer sur le besoin des entreprises pour monter des formations adaptées. Si j'appelle la plateforme et que dans les 24 heures ou 48 heures, je suis mis en contact avec le bon professionnel qui viendra m'aider en appui technique sur une situation que je n'arrive pas à gérer seule, alors ça a marché. C'est la réactivité d'une réponse, d'un début de réponse et d'un travail de collaboration, mais rapide, quoi. Et l'identification aussi, les volumétries nous le diront, parce que ça aussi, si c'est pour 10 personnes, bien c'est bien pour les 10, mais c'est pas l'objectif. Si c'est pour le plus grand nombre, alors c'est une bonne chose, voilà. La plus-value pour moi, elle sera sur l'interactivité. Comment en appuyant ou avec un mot-clé, on facilite, et sur une application téléphonique, sur smartphone ou sur tablette, pour que ça puisse être aussi bien pour les professionnels, et sans oublier la partie justement des handicapés. Il y a énormément de choses qui existent. Pourquoi tout casser pour refaire quelque chose qui va peut-être prendre 5 ans ou 10 ans à naître? Moi, entreprise, j'attends une réponse peut-être pas parfaite. On peut travailler en étapes, peut-être travailler aussi en test, en local. De tenter peut-être une solution à 6 mois, à 1 an. On fait des essais, on voit ce qui fonctionne. On interroge peut-être aussi plus largement d'autres entreprises qui n'ont pas pu se libérer 2 jours. N'attendons pas de faire l'outil parfait, parce que sinon ça va prendre des années. Mettons en place des choses peut-être juste de coordination, parce que on voit que tous les maillons existent, font plein de choses très très bien, mais qu'il y a une méconnaissance qui est dommage. Donc peut-être le petit chef d'orchestre qui va construire gentiment va faire avancer tout le monde. RHF, j'ai eu du mal à le dire pendant 2 jours. Mais pourquoi j'ai eu du mal à le dire depuis 2 jours? Parce qu'en fait, il me manque une lettre clé. Et il me manque la lettre du mot emploi. Faire de la formation pour faire de la formation, je pense qu'on a tous passé ce cap-là. Donc, ma petite suggestion, ce serait de mettre en place une ressource formation pour l'emploi, une RFE. Voilà. Et je pense que si on fait ça, je pense qu'on sera tous gagnants. On parlait d'entrée de la personne, du nombre d'entrées à l'emploi. Moi, je pense que c'est surtout la durée. Parce que si on embauche une personne, mais qu'au bout de 3 mois ou au bout d'1 an, elle est licenciée, pour moi, c'est que c'est pas réussi. Ça veut dire qu'il faut que la personne soit embauchée sur une longue durée, et c'est ça qui va montrer qu'elle a bien été intégrée et que le dispositif est bien accessible. La finalité, c'est pas d'être formé. La finalité, c'est d'être formé pour accéder à l'emploi. Ça va plus être, mais effectivement, c'est pas à 2 ans que ça se mesure, le taux d'employabilité des personnes en situation de handicap. Et c'est là qu'on va voir si effectivement ça fonctionne ou pas. Parce que la problématique aujourd'hui, elle est là. C'est les freins qu'ont les employeurs, c'est la difficulté d'accès à la formation, c'est qu'on est face à un public qui, du coup, est peu qualifié. Et si on arrive à le qualifier, à lever les freins en mettant en place tous ces dispositifs-là, et donc à augmenter le taux d'employabilité, là, on pourra dire qu'effectivement, ça a fonctionné. Alors moi, je dirais 2 choses. Il ne faut pas que ça soit une machine à la Charlie Chaplin, je pense au film des temps modernes, où la personne est broyée par les rouages.
Et du coup, moi, je pense que ce serait plutôt une rivière où ça coulerait de source, quoi, et qui petit à petit déboucherait sur l'océan. Si jamais cet outil pouvait exister, ce que j'aimerais, c'est que ce soit un GPS un petit peu intelligent. Sandrine l'a dit, il y a tellement de dispositifs qui existent. Mais si on pouvait avoir un GPS un petit peu intelligent qui nous indique comment prendre le raccourci, comment faire en sorte d'être à l'heure, et l'heure c'est être à l'emploi, évidemment. Si on pouvait avoir ce GPS-là, franchement, on aura investi ces 2 journées, on ne les aura pas perdues. Par contre, effectivement, le GPS intelligent, je vous rappelle qu'il a mis du temps à être créé. J'allais dire une pieuvre, moi. Ah oui, oui. Voilà, une pieuvre avec toutes ses tentacules, justement, parce que il va falloir que la ressource soit complètement pluridisciplinaire aussi, parce que multiplicité des publics, multiplicité des demandes, des questionnements, etc. Et il va falloir trouver un dispositif qui soit en capacité de répondre à tout le monde. Donc voilà, moi j'avais l'image effectivement de la pieuvre avec toutes ses tentacules. Je pensais aussi au même animal, parce que effectivement c'est une créature qui est surdouée, puisqu'elle a 9 cerveaux. Donc elle peut vraiment correspondre à ce qu'on a dit. 9 cerveaux. Oui. Comme nous. Moi, j'imagine plus une salle de réunion au sein d'une bibliothèque. L'idée de bibliothèque, parce qu'on a beaucoup dit qu'il faut qu'elle soit experte avec toutes les ressources existantes, un répertoire, etc. Donc, elle l'est en termes de ressources, du coup, c'est ça. Et l'idée de la salle de réunion, parce qu'on s'est dit finalement, elle va peut-être aider les personnes à se coordonner finalement. Donc j'imagine autour d'une table, voilà. Je maintiens dans la catégorie animale plutôt tentaculaire et poulpe. Et puis dans la famille créativité, plutôt chef d'orchestre. Voilà. Puisque c'est une partition compliquée et il faut vraiment être guidant sur une cartographie qui est vraiment pas simple dans les acteurs qui interviennent. C'est pas la connaissance des maillons qui permettra de répondre à la demande des 1000 personnes. Il faudra qu'il y ait autant de réponses que de personnes qui sont en demande. 43 000 demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés en PACA. Si on associe l'ensemble des acteurs qui travaillent sur ce champ-là, on ne pourra pas répondre à la demande de ces 43 000 personnes. Et c'est un problème de budget, un problème de moyens financiers pour répondre à la demande de tout le monde.